Alors, il y a une question qui ressort souvent, c'est la question de la relation entre le monde des monastères, du religieux, hein, et le monde laïque. Comment établir des ponts, comment faire, comment se rencontrer, comment se parler ensemble, alors qu'il y a souvent une bienveillance, une méconnaissance, ou une irritation, une exaspération, ou une opposition. Voilà, tous les cas de figure sont possibles, et comment arriver à se rencontrer et à dialoguer. Donc ça, c'est une question qui ressort souvent. Cette question, elle va être traitée beaucoup plus cet après-midi, même essentiellement cet après-midi et pas ce matin. Voilà. Pour tous ceux pour lesquels cette question est importante. La deuxième catégorie de réponse, c'est comment faire connaître à la base, comment développer pour nous-mêmes et mettre en route cette question de l'économie intégrale. Voilà, il y a beaucoup de questions sur le comment faire. Il y a moins de questions sur le comment être. Mais le comment faire, logiquement, si on l'a bien entendu, doit amener au comment être. Voilà. Donc, en plus, une troisième demande qui est partagée. Peut-on être en écologie intégrale avec ou sans spirituel? Alors, je n'ai pas trouvé de référence avec ou sans christianisme, mais avec ou sans spirituel. Ça, c'est une question importante. Nous avons jusqu'à 12h30 pour débattre de cela. Voilà, avant le repas. Pendant qu'il se dira, il y aura des échanges, j'essaierai de repérer moi-même et voir si je n'ai pas laissé passer des questions importantes, parce que toute question importante. J'ai eu un petit bout de discussion avec quelqu'un sur ben oui, tout ça c'est trop intello, et puis bah, c'est pratique. Hein. Donc je pense qu'on aura l'occasion de toute façon de répondre à cela. Cette idée se retrouvera probablement dans les discussions. Voilà, donc je poursuis mon petit débroussaillage de feuilles et nous pouvons commencer et répondre. Alors là, je laisse le choix de la réponse à qui veut, mais avant, il est important que Sœur Sophie et Jean-Claude puissent se présenter rapidement. Et François aussi. Et François aussi. Et François. Pardon. Alors que nous avons bien discuté hier. Voilà, c'est moi qui commence. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle donc François Robin. Je travaille pour le groupement d'achat Le Cèdre. Un groupement d'achat qui, depuis 20 ans, apporte de l'optimisation sur les achats à des communautés religieuses, des diocèses, les établissements scolaires de l'enseignement catholique, et puis également depuis quelques années, en fin de compte, à des associations non confessionnelles ou des entreprises encore. Voilà, et donc je suis chargé de mission écologie intégrale au Cèdre. C'est un service qui a été créé il y a un petit peu plus d'1 an. Voilà, et ben, je reviendrai peut-être tout à l'heure. Bonjour à tous, Jean-Claude Ponce. Donc, moi je suis... c'est bien difficile de se définir comme ça. Ouais. Je suis écolo, on va dire, voilà. Je crois que c'est la meilleure définition que je puisse me donner, puisque depuis que j'ai le souvenir de ce que je crois et ce que je pense, j'ai toujours eu le sentiment d'une proximité
et d'une importance dans la relation avec la nature que j'ai vécue à travers ma vie professionnelle, ma vie personnelle et ma vie aussi politique, puisque vous avez peut-être vu, je suis maire d'une commune et je travaille donc aussi beaucoup à travers d'autres structures, un pôle territorial de coopération économique qui a mis en œuvre beaucoup de choses qui ont été citées tout à l'heure par M. Ibal, Fab Lab, espace de coworking, ce genre de choses. Voilà. Et puis mon métier essentiel, ça a été d'être agriculteur. Alors Sophie, je suis de l'abbaye de Rionette, donc une toute petite communauté dans la forêt. Voilà. Et nous avons comme outil économique une petite entreprise de cosmétiques bio à partir de produits naturels bio. Et nous sommes en pleine réflexion d'écologie, voilà, depuis maintenant 10 ans. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on réponde aux questions. C'est ça. Bien. Donc, tu peux peut-être nous rappeler les questions. Je rappelle les questions. Alors, comment sensibiliser la base, tous ceux avec lesquels nous vivons, qui ne sont pas rendus à ces idées ou qui ne les connaissent pas, comment les sensibiliser pour que cette écologie intégrale advienne, ou au moins commence à advenir. Donc, sur le comment faire. Ensuite, il y a une autre série de questions sur le progrès, la notion de progrès face à l'écologie intégrale. Comment mesurer ce progrès? À l'aune de quoi? Et voilà. Il y a un souci qui s'exprime, les entreprises et les institutions, comment arriver à les faire bouger, comment faire avec et comment les engager et comment nous engager quand nous y sommes dedans pour effectivement faire advenir cette cause écologique intégrale. Peut-on effectivement faire cela avec spirituel ou sans spirituel? Quelles sont nos chances, de toute façon, nos chances et nos moyens? Je crois que ça résume assez bien l'ensemble des questions. Je commence. Bon, bah, écoutez, moi, les questions me dépassent un petit peu. Hein. Alors, je vais plutôt m'ancrer sur mon expérience et sur mon vécu pour essayer de voir comment on peut répondre effectivement à ces questions qui sont vastes. Quand j'ai été élu maire, on se retrouve à la tête d'une communauté. Hein. Avant, on disait une paroisse, maintenant il y a un village, mais finalement, on a un message à porter et nos concitoyens attendent un contenu à ce message. Donc j'ai essayé de me dire, eh bien, par rapport à mon souci qui était malgré tout la gravité de la situation écologique qui a été maintes fois soulignée ici depuis hier, essayer de me dire quelle peut être mon action par rapport à un ensemble de nos compatriotes qui sont effectivement plus ou moins ouverts ou plus ou moins réceptifs à ces thèmes-là. Je me suis dit, il faut qu'on fasse des choses concrètes. Et je renvoie un petit peu par rapport aux questions qui ont été posées sur la question des techniques. Les techniques qui sont toxiques, il y a des techniques qui sont positives, qui apportent du bon, qui apportent du bien. Et dans ces techniques qui touchent tous les champs de notre vie, hein, on peut parler de l'agriculture, hier il y a eu un débat autour de l'agriculture biologique, qui est une forme de coopération, alors que l'agriculture conventionnelle est au contraire une forme brutale d'entretenir un rapport avec les besoins qu'on a dans la production végétale, dans la production animale. Donc il existe des techniques qui sont maintenant bien au point, qui sont celles de l'agriculture biologique. Nous sommes un certain nombre ici à partager l'expérience et l'usage dans cette salle, et qui sont à la fois aptes à répondre aux besoins de production et en même temps à être satisfaisantes par rapport à l'avenir du monde sur lequel on s'interroge.
Une autre question que je me suis posée en étant maire, la question de l'énergie. L'énergie, vous savez, Giancovici disait dans ses livres, le contenu d'un litre de gasoil, c'est le travail de 300 hommes pendant 8 heures dans la journée. C'est considérable l'énergie dont nous disposons aujourd'hui. Il n'y a pas un geste que nous ne fassions aujourd'hui qui ne soit plein de cette énergie et qui ne dégouline du pétrole qu'on sort du fond du sol. Donc, qu'est-ce qu'il advient de cette énergie? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des choses très mauvaises et qui sont extrêmement délétères et qui détruisent le monde, c'est clair. Donc, est-ce qu'on pourrait en avoir un usage moindre et est-ce qu'on pourrait choisir une énergie qui soit moindre? Bon, c'est ce que j'ai proposé à mes concitoyens en disant, réunissons-nous, faisons un parc photovoltaïque qui sera à l'échelle de la commune, qui sera non spéculatif et qui sera financé par nous-mêmes et qui répondra à nos besoins. C'était un challenge parce qu'il fallait quand même trouver 300 000 €. Et ce challenge, on l'a tenu et j'ai compris que ça serait un succès le soir où, quand on ouvrait la souscription dans la mairie, j'ai vu la queue qui se formait devant la porte de la mairie. Et en fait, on a réuni la somme en 15 jours. Alors, M. Ibal parlait tout à l'heure de ce mouvement des capitaux participatifs. Et je crois que c'est aussi important aujourd'hui de se dire, cette expérience modeste au niveau de notre village, c'est important de se dire, aujourd'hui, par rapport à l'angoisse que suscite cette catastrophe imminente, si vous voulez, quand je vois à la télé un ours blanc sur son glaçon en train de se noyer, qu'est-ce que je peux y faire? Rien. Par contre, quand il se passe quelque chose à côté de ma communauté, dans mon village, etc., et que je peux faire quelque chose, on donne la possibilité aux gens de s'inscrire dans des moyens qui sont positifs. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soupçonne ça. Moi, j'ai moi-même été très étonné de la facilité, si vous voulez, avec laquelle on a réuni cette somme. Et aujourd'hui, finalement, je trouve que pour beaucoup d'actions qui vont dans le bon sens, il y a beaucoup plus d'argent disponible que finalement de projets et de porteurs de projets. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Terre de Liens qui réunit des donateurs ou des gens qui sont prêts à apporter pour permettre l'installation agricole de jeunes dans des projets biologiques, etc., a aujourd'hui beaucoup plus de capitaux disponibles que finalement de projets à mettre en œuvre. Donc ça, je crois que c'est important aussi de se dire qu'il y a une disponibilité aujourd'hui et qu'il faut qu'on offre à nos concitoyens, à nos proches, la possibilité de s'exprimer et de trouver des moyens, si vous voulez, qui aillent dans le sens de ce qui est bien. Un troisième exemple que je voudrais donner aussi au niveau de la collectivité, c'est l'habiter. Habiter ensemble, et bon, moi je suis maire, je détermine les permis de construire, etc. Et je me suis rendu compte au début de mon mandat que finalement, aujourd'hui, quand on veut habiter dans un village, il faut faire un lotissement. Lotissement, donc on fait des lots, donc on sépare, on coupe les gens, chacun met sa clôture. Derrière la clôture, on met des tuyas, surtout pour ne pas voir ce que les autres peuvent faire à côté, etc. On se coupe les uns des autres dans la forme d'habiter. Bon, en plus, on habite dans des matériaux qui sont souvent pas très sympathiques à vivre. Donc, est-ce qu'il y avait un moyen de faire différemment? Puisque finalement, ça porte sens, si vous voulez, au niveau de la communauté. J'étais très interpellé, puisque des fois, à 8 h du matin, le dimanche, je recevais un coup de fil combinatoire. Si tu ne viens pas dire à l'autre con qui vient d'éteindre sa tondeuse, je vais lui casser la gueule. Bon, voilà. Donc, des conflits qui... je dis, mais est-ce que c'est pas plus simple que vous parliez? Et que peut-être tu lui expliques que ça te gêne la tondeuse le dimanche matin à 8 h. Voilà. Hein, bon. Mais, en fait, c'est là aussi la structure de l'urbanisme, de l'habitat, qui génère le conflit. On ne se retrouve plus, on ne se parle plus, on ne s'invective, on n'est que dans des rapports qui sont autour de la violence. Donc, on a projet, comme on avait la possibilité d'avoir un autre lotissement sur notre village, on a monté un projet d'habitat participatif qui est basé sur le fait que les gens choisissent leur urbanisme, que les gens se choisissent eux-mêmes, hein, qu'ils se connaissent et qu'ils soient prêts à partager
les espaces, les lieux qui vont vivre ensemble, l'urbanisme, mais aussi la construction, les matériaux, etc. Et ça a aussi un très bon écho, puisque ça donne sens au vivre ensemble, ça donne aussi des moyens toujours pareils, concrets, de se dire, eh bien, on va choisir des écomatériaux, on va choisir du bois, de la terre, de la paille, des choses qui sont non consommatrices de ce pétrole, et on va essayer de travailler ensemble en groupe pour voir ce qu'on partage, parce qu'on peut aussi partager des choses, on peut partager de l'espace, on peut partager des choses simples comme la buanderie. Pourquoi avoir chacun sa machine à laver qui ne sert que de temps en temps, etc. Alors que finalement on achète une bonne, une grosse, et puis on se partage cet endroit. On peut partager une pièce où les enfants peuvent venir vivre, etc. C'est ce que les gens sont en train de mettre en commun, sans que ce soit un cause, hein, c'est pas obligé. Chacun met en commun ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et je m'aperçois que dans ces démarches-là aussi, eh bien, finalement, on ouvre, en ouvrant ce champ des possibles, si vous voulez, par l'intermédiaire de la collectivité. La collectivité qui en a les moyens à la fois techniques, politiques, financiers, comme toute collectivité, hein, ils ne sont pas énormes, mais ils sont ce qu'ils sont. Donc on peut les utiliser d'une certaine manière, ou ne pas les utiliser. Eh bien, on recrée du lien social, on recrée des perspectives, on offre à des gens qui sont souvent isolés la possibilité d'être ensemble. Et on travaille aussi là-dessus sur le transgénérationnel, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est dramatique dans notre époque. Moi aussi, enfin, Clotilde le disait, elle a eu l'occasion de travailler en Afrique, moi aussi j'ai eu l'occasion de travailler en Afrique, et j'étais très étonné du respect qu'on porte aux anciens, du respect qu'on porte aux vieux. Alors ici, c'est le contraire, c'est l'anti-respect, un vieux ne sait plus quoi faire, ça n'a pas de fonction productive, etc. Et pourtant, un vieux, pour aussi sot qu'il soit, il a toute l'expérience de sa vie par rapport à un jeune qu'il n'a pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes des jeunes, des incivilités, des violences, etc. Mais, je veux dire, cette rencontre entre les jeunes et les vieux, cet échange qui ne se fait plus, est quand même très délétère aussi pour nos sociétés. Donc, on va faire en sorte que dans ce lotissement, il y ait aussi du transgénérationnel, qu'il y ait des personnes âgées, des personnes jeunes, avec des jeunes familles qui puissent cohabiter ensemble. Voilà en quelques mots ce que je peux dire de mon expérience et peut-être de la façon dont on peut répondre à ce problème de savoir comment s'insérer dans les problèmes, en fait, dans les réponses à la crise écologique alors je n'apporte que des réponses techniques, hein, parce que il y a aussi d'autres réponses, mais j'apporte des réponses techniques et je me dis que si chacun faisait, en envoyant au colibri, sa part, certainement l'ampleur de la crise que nous subissons serait beaucoup moins forte. Voilà. Alors, pour essayer de vous donner quelques éléments de réponse à la question comment faire connaître l'écologie intégrale, je vais me baser sur l'expérience qu'a le CEDRE en la matière. Alors, le CEDRE, c'est une entreprise aujourd'hui il y a 150 salariés, une entreprise qui a été créée il y a 20 ans, qui a connu un rythme de croissance plutôt soutenu. Alors là, c'est un petit peu plus dur, un peu plus dur. En tout cas, c'est moins spectaculaire depuis les 3 dernières années, mais c'est tout à fait normal. Eric Chevalier, donc, qui a créé l'entreprise en 1998, a toujours eu pour volonté de baser la gestion d'entreprise sur la doctrine sociale de l'Église, donc avoir ce référentiel-là en tête, essayer de voir comment est-ce que la doctrine sociale de l'Église peut être mise en place ou en œuvre dans la gestion interne de l'entreprise, mais également dans les relations que nous pouvons avoir d'un côté avec des adhérents, donc des structures qui achètent dans les référencements que nous faisons ensemble, et puis également dans la relation de négociation que nous avons avec les négociateurs, avec les fournisseurs, pardon. Et donc là, il y a une notion de négociation. Alors quelle est la juste attitude à avoir à une négociation? C'est voilà, une question en tout cas que l'on porte depuis toujours. Voilà. Et donc ce qui est produit, c'est qu'en fin 2016, il a été décidé de faire un congrès qui rassemblerait et nos adhérents et les fournisseurs. La décision avait été prise avant l'apparition de la date aussi. Et le texte sortant quelques mois après, il nous a semblé tout à fait naturel de faire une référence
à la date aussi dans ce congrès-là. Alors le congrès a été intitulé Heureux et sobres. Voilà. Et comment allier ou concilier économie et écologie. Alors nous, on est une entreprise qui travaillons, on est vraiment dans le monde des affaires. Voilà. Donc notre métier, c'est de négocier des prix préférentiels chez les fournisseurs qui offrent ou des services ou des produits ou les deux. Et notre rôle, c'est de faire, d'un côté, réaliser des économies à des communautés religieuses ou des diocèses qui achèteraient dans nos référencements, et de l'autre côté aussi de travailler avec des fournisseurs avec lesquels on souhaite s'installer dans une relation qui soit durable. Voilà, on n'est pas là pour les pressuriser au plus, pour bénéficier, je dirais, de leurs bons services pas du tout chers pendant 2 ans, sachant qu'au bout de 2 ans, on passerait à d'autres. Donc l'expérience au CED, c'est dans le renouvellement qu'on a de nos référencements, il y a à peu près 80% des fournisseurs qui étaient référencés qui continuent à l'être sur des périodes qui sont longues. Donc en tout cas, le congrès, pour nous, le fait de proposer un congrès sur l'écologie intégrale, ça fait partie justement des choses qui sont vécues au CED pour faire connaître le message de la date aussi. Participaient, donc il y avait un petit peu plus de 300 adhérents, il y avait un petit peu moins de 100 fournisseurs, et c'était justement très important que les fournisseurs puissent être présents. Et puis également, il y avait une centaine de personnes de Paris-Monial, avec à l'époque peut-être un peu 80 salariés du CED, et puis une vingtaine d'autres personnes. Voilà. Et c'est justement cet événement-là qui nous a mis en chemin sur la question de l'écologie intégrale, et on s'est fait bousculer par nos adhérents et également par des fournisseurs présents qui ont découvert quelque chose de très intéressant pour avancer un petit peu plus vite dans ce domaine-là. Voilà. Et puis après, concrètement, ça va... alors nous, aujourd'hui, par exemple, dans les relations avec les fournisseurs, on travaille des référencements qui partent d'un appel d'offres qui est envoyé aux fournisseurs depuis 3 ans. Dans l'appel d'offres, on incorpore des éléments extra-financiers, à savoir comment est-ce que le fournisseur va traiter les questions sociales et environnementales. On a donné une nouvelle inflexion à ce travail-là, donc avec un travail qui a été réalisé par Aimable André Duffatanier, qui travaille à l'Université catholique de Lyon, justement sur les questions éthiques en entreprise. Et il y a un référentiel connu aujourd'hui, international, qui est le référentiel RSE, pour responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc le sociétal, il y a à la fois le social, l'environnemental et même la gouvernance. Et voir comment justement on peut faire un lien entre ce référentiel international et l'écologie intégrale dont on souhaite, en tout cas nous inspirer. Donc ça c'est en route, c'est lancé, on n'a pas encore les conclusions précises aujourd'hui. Et voilà, mais je vais m'arrêter là, je reprendrai la parole tout à l'heure. Alors nous on est beaucoup plus petites. Et je voudrais peut-être rebondir sur la question sur le progrès et la décroissance. Notre petite entreprise Couleur Ciel de cosmétiques bio est en pleine croissance. Et en fait, ça nous pose des problèmes. C'est une difficulté pour nous de ne pas entrer dans une spirale que nous ne souhaitons pas. Nous voulons vivre l'économie monastique, celle qui nous est inspirée par la règle de Saint-Benoît, et nous nous trouvons entraînés dans un mouvement qui nous est imposé de l'extérieur. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, ces produits, cette petite entreprise, elle est née de façon tout à fait organique. Elle a quelque chose de... Elle est née en fait toute petite, comme une plante, toute petite. Elle est née d'une rencontre entre une communauté qui cherchait un moyen de subsistance, parce qu'il faut se rendre compte que nous ne pouvons plus vivre
dans les communautés monastiques uniquement de ce que nous produisons pour vivre. On peut manger ce qu'on produit au potager, on peut avoir de l'eau de notre source, on peut, voilà, mais on a de plus en plus de charges extérieures qui sont disproportionnées et qui nous, notamment de sécurité sociale, donc le système qui nous est extérieur, qui nous est imposé, mais auquel il faut répondre. Donc notre économie externe nous déséquilibre d'une certaine façon. Mais nous avons aussi, dans notre tradition monastique, une tradition du travail, et du travail qui se partage aussi avec l'extérieur. Donc l'outil économique que nous cherchions devait à la fois répondre à ce besoin de revenus pour payer nos charges, mais également à cette dimension de partage de ce qui fait notre vie avec le monde extérieur par un produit. Voilà. Le choix a été fait à la suite d'une rencontre et d'une amitié entre la communauté et un jeune couple passionné d'aromathérapie et déjà très engagé en écologie. La communauté était déjà engagée du fait du lieu. Ceux qui connaissent Rionnette se rendent compte qu'on ne peut pas vivre à Rionnette sans vraiment aimer le lieu, vouloir le respecter et vivre avec lui. Donc il y avait déjà un engagement écologique de la communauté qui était mûr pour cette rencontre avec ce couple qui avait de fortes connaissances en aromathérapie et nous a permis de nous lancer. Voilà. Donc au départ, une collaboration laïque-religieuse assez innovante qu'on interrogera donc cet après-midi davantage. Mais tout petit, quelque chose qui a démarré autour d'un producteur. Et puis voilà, ça a marché, on a continué, voilà, tout petit. Ce qui a demandé aussi beaucoup de désintéressement. La gérante de l'époque, qui était cette jeune femme, ne s'est pas payée pendant 2 ans, tout simplement, pour que ça puisse marcher. Voilà. Et tout petit, et ça a grossi comme une plante. Mais après, il y a un moment où ces produits qui répondent aussi à quelque chose qui peut sembler futile d'ailleurs, puisque nous sommes sur la cosmétique bio. Il s'agit vraiment aussi d'un message que nous souhaitions faire passer. Donc non seulement l'écologie, mais aussi le soin de soi, le juste soin de soi, dans la ligne de la théologie du corps développée par Jean-Paul II. Donc il y a un message là aussi, donc des valeurs portées par la communauté, mais aussi par les producteurs avec lesquels nous nous sommes mis à travailler. Donc il y a des petits producteurs, il y a quelques plateformes, parce qu'on a des produits qui viennent de loin, des plateformes qu'on interroge aussi au niveau éthique, mais des petits producteurs avec lesquels on aime entretenir des liens. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette croissance? Qu'est-ce qu'on fait? Pour nous, la question, il y a des communautés qui ont choisi, et je crois que c'est tout à fait juste aussi, de se dire, nous on a besoin de temps, donc on produit tant et pas plus. Voilà, c'est très sage. Et nous on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire parce que, peut-être parce qu'on a peur aussi, que de rentrer dans une décroissance ce soit mortifère, et que là peut-être on aurait besoin d'être aidé. Peut-être aussi parce que, nos producteurs nous disent, mais si vous faites de la décroissance, nous, est-ce qu'on va trouver des débouchés? Voilà, tout simplement. Mais aussi parce qu'on a une certaine vie dans ce produit, on a des valeurs à partager, on a quelque chose à dire. Et la décroissance, pour nous, ça ne peut pas aller avec on arrête, on fait moins, ou on ne fait pas de nouveaux produits, alors qu'on a cette vitalité en nous à partager et ces valeurs à faire jaillir. Alors voilà, quelle idée? Une idée à germer, je vous la soumets, on verra. Puisque nous avons trop de travail, puisque d'autres communautés ont besoin d'un travail aussi, avec la même problématique que nous, pourquoi on ne travaillerait pas à plusieurs? Pourquoi ne pas partager ensemble ces mêmes valeurs, cette même vitalité? Et puis, voilà, je pense à ce que Bernard Ribal nous disait de société collaborative, où on ne serait pas en concurrence, mais en complémentarité. À la fois avec les producteurs,
et d'autres communautés qui porteraient les mêmes valeurs. Du coup, la demande en cosmétique bio pourrait être, on pourrait y répondre, mais à plusieurs, en collaboration avec des entités qui resteraient autonomes. Voilà, c'est une idée, on n'a rien monté encore, mais tout ce qu'on a dit depuis hier nous dit que peut-être quelque chose peut se faire. Voilà. Est-ce que vous voulez répondre à ce que M. Ibal, à ce que dit Sœur Sophie, ou est-ce qu'il est peut-être temps de passer, vu l'heure et les 14 minutes qui nous restent, à répondre sur peut-il y avoir d'abord notion de progrès face à l'écologie intégrale. Ce progrès peut-il se faire avec ou sans spiritualité? Voilà. Le choix est laissé possible, ou une réponse, ou une réflexion sur ce qui vient d'être dit précédemment. Et François avait l'air de dire qu'il n'avait pas terminé non plus son propos, donc vous partagez la reine. Je vais rajouter rapidement. Alors l'écologie intégrale, c'est un défi que s'est donné l'entreprise. Il y a 3 défis il y a 3 ans, et un des défis, c'est justement accompagner l'écologie intégrale chez nos adhérents et chez les fournisseurs. Ça, c'est l'objectif à 3 ans. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose d'important et vraiment qu'on souhaite mettre au cœur même de l'entreprise. Donc et dans ce défi-là, il y a par exemple le fait de former tous les salariés du CEDRE à l'écologie intégrale. Dans les salariés du CEDRE, il y a des catholiques ou des croyants, mais voilà, aussi des gens qui ne le sont pas. Donc voilà, quand on annonce la couleur écologie intégrale, la référence à la date aussi, à l'encyclique du pape. En tout cas, nous, c'est pas du tout un sujet tabou, c'est quelque chose dont on parle en entreprise avec tout le monde de façon tout à fait libre. Et par exemple, alors on n'a pas encore toutes les solutions, mais ça peut passer par exemple par, il y a des supports vidéo ou des lectures qui peuvent être proposées, et puis il y a aussi le fait à l'occasion de réunions générales de l'ensemble des salariés qui ont lieu à peu près presque une fois par trimestre, 3 trimestres dans l'année, le fait de proposer un temps de formation ou une conférence par une personne. Donc on a eu par exemple Don Didier Le Gall, qui est moine bénédictin, qui nous a justement parlé de la règle de Saint-Benoît comme source d'inspiration pour la gestion d'une entreprise, sachant que lui, en tant que célérier, alors pas aujourd'hui, mais dans le passé, pendant plusieurs années, avait dû justement se poser la question de comment est-ce que je gère l'entreprise, l'activité commerciale des moines. Donc il est allé voir il est allé dans des écoles de management, ce qu'il a pu y lire, n'arrivait pas à le combler, et finalement il s'est dit, mais il y a la règle de Saint-Benoît, est-ce que je ne peux pas tout simplement m'appuyer là-dessus? Et voilà, il nous a partagé ça. Et puis également, je pense que prochainement, il y a un film qui vient de sortir sur le pape François, un film de Wim Wenders. Et ça, typiquement, c'est, je pense, un film dont on va faire une projection à l'ensemble des salariés du CEDRE. Je pense que ce sera la prochaine réunion là, en janvier. On avait, donc c'était avant la parution de la date aussi, juste avant, quelques mois avant. Il y a le film Demain, qui avait été un film qui parlait d'enjeux écologiques. Alors la dimension spirituelle n'apparaissait pas nécessairement, mais il y avait déjà énormément de matière sur le rapport à l'alimentation, le rapport à l'énergie, à la gouvernance, à l'éducation. C'est une projection de film qui a été proposée aussi à l'ensemble des salariés. Il y a à l'époque, je crois, 60% des salariés qui étaient venus à cette... On peut louer un cinéma pour une représentation privée, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, avec la numérisation, projeter un film, c'est... je ne sais pas sous quel, je ne sais pas si c'est un CD ou quel support, mais en tout cas,
c'est pas les bobines d'antan, donc ça se fait assez facilement. Donc voilà, c'est aussi des choses que vous pourriez, que ce soit dans vos paroisses ou dans vos communes, proposer aux personnes de ces mêmes paroisses ou communes, et puis aussi l'ouvrir, éventuellement, si c'est la paroisse qui organise, peut ouvrir à toute la commune finalement, parce que voilà, il y a un certain nombre en tout cas de supports qui peuvent toucher tout le monde. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, ajouter, oui. Je crois que tu penseras à M. Ivan aussi. J'y vais ou je vous passe la parole, monsieur? Non, moi je vais être complètement égal. Bon, ça va être bref. Juste vous citer, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de missions à l'étranger, et peut-être pour insister sur l'aspect référentiel et conditionnement culturel de ce que nous avons. Je me rappelle, j'ai deux cas à vous citer, mais qui aussi, ma sœur pourrait répondre à la question que vous posiez. J'étais en Inde, à Goa, et je travaillais donc en tant qu'agronome sur l'ananas. Et donc le producteur me présente son champ d'ananas, et puis il me dit voilà, il est là, et donc il me montre tout un coteau, et puis dans le coteau il y avait un petit carré où il y avait de l'ananas. Et bon, en tant qu'agronome, de suite je me dis il devait y avoir des terrains qui étaient meilleurs, il a dû faire l'ananas là pour cette raison-là et autres. Donc je l'interroge dans ce sens, il me dit non. Et puis je lui dis ben alors c'était plus à l'ombre, c'était plus au soleil, c'était plus frais, il me dit non. Je dis mais je ne comprends pas, pourquoi vous n'avez pas fait de l'ananas sur l'ensemble de la surface? Il me répond mais puisque j'en avais assez avec ce carré-là, pourquoi n'aurais-je fait sur toute la surface? Voilà. Donc, et moi, vous voyez, c'est tout à fait... Moi, avec mes lunettes d'occidental, et nous sommes tous des occidentaux, il ne faut pas l'oublier, quoi, hein, on a à nous-mêmes des choses qui sont consubstantielles sur la rationalisation, sur l'utilisation, sur l'expansion, sur etc. Ça ne m'était pas venu à l'idée qu'on puisse se restreindre de cette manière-là. Donc, c'est une question qui est peut-être aussi à voir avec nos lunettes culturelles. Et puis, je voulais aussi vous citer par rapport à ça, j'ai beaucoup travaillé sur l'Amérique latine, et les latino-américains, ils ont une notion qui est très importante, la Pachamama. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, la Pachamama, c'est la terre-mère. Hein. Donc, quand vous allez visiter avec un producteur, eh bien, il vous amène sur votre terrain, il vous montre ses cultures de café, de chocolat, les oiseaux qui y sont dedans, les animaux qui vivent là, éventuellement l'élevage qui y fait, et il me dit SOS la Pachamama, ça c'est la terre-mère. Hein, voilà. Et cette notion de terre-mère, si vous voulez, elle est très profonde, elle est très ancrée en eux. Quoi, hein, une notion pré-incaïque, hein, qui renvoyait à l'animisme, etc. Et ils l'ont maintenu, et l'Église latino-américaine l'a maintenu, si vous voulez, parce que, quelque part, à travers le culte de Marie, à travers cette notion de la maternité, du fait qu'on a un lien qui est implicite avec la terre, eh bien, ça paraissait aller de soi. Donc, vous voyez, là aussi, on a quitté nos lunettes. Nous, on a perdu cette notion de terre-mère ici. Hein. On martyrise les sols. On peut faire de cours d'agronomie, mais on martyrise nos sols, on martyrise la nature, hein. On martyrise les communautés végétales et animales qui ont tout à fait le droit d'y vivre comme nous-mêmes. Voilà. Et eux n'ont pas ce rapport spontané, si vous voulez, à leur environnement. Ils ont quelque chose de beaucoup plus respectueux. Donc là aussi, on a quelque chose dans notre culture, profondément dans notre culture occidentale, dans notre culture, alors, tout ce qu'a expliqué M. Ibal ce matin sur la notion de progrès, etc., qui est terrible. Hein. Comme je diffusais la notion d'écologie et d'agriculture biologique dans une assemblée comme celle-là de producteurs, il y a un producteur qui dit « Mais vous les Européens, il faudrait qu'un jour vous nous disiez ce que vous vouliez. » Il y a 10 ans, il y avait des Européens qui venaient ici nous disant qu'il faut utiliser les engrais, les pesticides, etc. Et puis maintenant, vous venez nous dire qu'il ne faut plus les utiliser. Alors mettez-vous d'accord une fois pour toutes. Et il avait raison. Il avait raison. Voilà. Je passe la parole.
crois que tous les témoignages là que l'on vient d'entendre sont ce qu'il y a peut-être d'essentiel hein, dans le colloque, parce que là c'est très concret, quoi. Hein, on a l'exemple de témoins et d'acteurs qui font quelque chose de véritablement de réel, ça passe de l'idée à la réalité. C'était d'ailleurs dans la question qui était posée par écrit. On est vraiment dans l'essentiel. Alors moi, je reconnais que je n'ai pas ces expériences-là. Ce que je voudrais dire, c'est reprendre la question qui a été posée à l'instant, à savoir comment sensibiliser ceux qui ne sont pas sensibles à la question écologique, et est-ce que la spiritualité est un aspect incontournable de l'écologie intégrale. En allant très vite, pour la première question, j'avais tracé quelques pistes tout à l'heure, c'est de faire remarquer que l'intérêt écologique a déjà un fondement spirituel. Parce que, je répète, s'intéresser au futur lointain, qui même juridiquement n'existe pas. Ça n'existe pas juridiquement, l'humanité de demain. Et déjà une idée spirituelle, c'est se sentir, c'est pas quelque chose de neutre, c'est se sentir, est-ce que vous vous sentez interpellé par l'humanité dans plusieurs dizaines d'années, plusieurs siècles, plusieurs millénaires? Est-ce que vous vous sentez interpellé? Si vous vous sentez interpellé, c'est que, vérité de la palisse, il y a une interpellation, et que cet infini est déjà une personne, une conscience. On n'est pas loin de passer d'une transcendance, j'allais dire laïque, à une transcendance chrétienne. Être interpellé par un au-delà. C'est pas l'au-delà du ciel, c'est pas l'au-delà du paradis, mais au-delà du présent, au-delà de maintenant. Il y a là une dimension spirituelle. Et puis, il y a un autre aspect complètement différent, c'est d'intéresser nos amis, nos voisins, notre famille, à ce qui les intéresse déjà, c'est-à-dire la beauté, par exemple, changement de style de vie. Le bonheur implique aussi la contemplation de la beauté naturelle, beauté artistique. Et il y a l'amour, il y a la liberté, il y a la dignité. Regardez tous ces mots que je viens de citer, ils ont une caractéristique commune très spéciale. Ils sont indéfinissables. Chaque fois que je veux essayer de définir attentivement, là, comme il faut, là, ce que c'est que l'amour, je m'aperçois à la page 50 que j'ai dit que des conneries. Et que c'est toujours autre chose que ce que je suis en train d'écrire. Pour la liberté, c'est pareil. C'est toujours autre chose que ce que je suis en train d'écrire. La beauté, pareil, essayez de définir la beauté. Vous pouvez faire 500 pages, 1000 pages, 3000 pages. C'est ce que Jean-Luc Marion appelle les idées saturées. Jean-Luc Marion, c'est un philosophe reconnu, philosophe catholique, engagé. C'est lui qui a remplacé à l'Académie française, il est membre de l'Académie française, qui a remplacé le cardinal Lustiger. Vous savez que certains sièges de l'Académie française sont officieusement fléchés. Il faut qu'il y ait des cathos, il faut qu'il y ait des francs-maçons, il faut qu'il y ait des... Et le siège de Lustiger était fléché catho, quoi. Et ils ont donc trouvé, mais ils le méritent, moi c'est un ami, je le connais bien, ils ont trouvé Jean-Luc Marion, il est donc membre de l'Académie française, et c'est un philosophe reconnu dans le monde de la philosophie. En revanche, il n'est pas très médiatique, parce qu'il est un peu compliqué. Et justement, son idée, que je simplifie là, son idée, c'est de dire, mais la spiritualité, elle est là dans le quotidien. Si j'arrive pas à définir, c'est pour ça qu'il appelle saturé,
si j'arrive pas à définir certains mots, certaines idées, c'est qu'elles contiennent un plus, qu'elles contiennent une dimension spirituelle. Et on est dans l'indéfinissable, on est dans le surnature. On n'est plus dans ce que la science peut décortiquer. On rencontre ça de façon très concrète dans la difficulté qu'ont les enseignants à faire de l'éducation sexuelle, de l'éducation de l'amour, parce qu'ils se trouvent confrontés à ça. Est-ce que l'amour, c'est la cavalerie de spermatozoïdes sur un ovule, ou est-ce que c'est autre chose? N'importe quel professeur, même un croyant, hein, est tout à fait d'accord pour dire que c'est pas des histoires de spermatozoïdes. Ça peut l'être, une partie, mais j'ai rien dit quand j'ai dit ça. Donc on peut attirer sur l'écologie intégrale beaucoup de personnes, les faire changer de style de vie en allant sur leur propre terrain. Parce qu'ils le vivent, ça. Ils le vivent comme tout le monde le vit, ce que je viens de dire. Tout le monde, celui qui se dit matérialiste et athée, vit dans la beauté quelque chose qui dépasse. Pascal disait, l'homme dépasse infiniment l'homme. C'est-à-dire qu'il y a dans l'homme plus que de l'homme. Il y a dans la beauté plus que ce que je peux en dire humainement. Et pareil pour la liberté et d'autres, l'amour, enfin, et d'autres mots que je n'ai pas le temps de citer. Voilà. Alors, j'ai donc pas l'expérience de mes amis qui sont à côté, et c'est eux qui ont raison, hein, parce qu'ils agissent. Mais en même temps, j'ajoute ça, quoi. Hein. J'ajoute cet aspect d'une spiritualité vécue que l'on peut partager avec ceux qui n'ont pas encore accès à la foi. Maintenant, nous allons avoir accès à un autre partage, et forcément toujours dans la spiritualité, comme tous les partages. Donc vous êtes